Et tout de suite, une demi-heure d'actualité africaine avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Et direction l'Est de la RDC pour débuter votre journal. Avec un reportage à Bukavu, après que les autorités du Sud Kivu ont restreint jusqu'à nouvel ordre la navigation sur le lac Kivu. Le Sud Kivu, où le M23, soutenu par le Rwanda, se bat également contre l'armée congolaise. Pendant ce temps, la diplomatie quelque peu impuissante. Hier, les chefs d'État de la SADC ont réitéré leur soutien à Kinshasa, mais ils ne réclament pas pour autant directement le retrait des troupes rwandaises. Une cérémonie hier en présence du président tchadien sur la base d'Adjikosé, une base dont le dernier avion militaire français a décollé, marquant ainsi le retrait total de l'armée française au Tchad. Des indices de bourrage d'urnes et de résultats manipulés, de quoi entacher l'intégrité du processus électoral et la véracité des élections générales d'octobre dernier au Mozambique. C'est la conclusion des observateurs de l'Union européenne qui avaient été déployés pour ce scrutin. Au Gabon ensuite, les défis qui attendent le PDG, le parti qui était au pouvoir sous la présidence Bongo. Il s'est doté d'une nouvelle direction lors d'un congrès extraordinaire jeudi. Et puis l'actu foot, bien sûr au programme comme tous les jours. Le sport plus largement parce qu'on parlera tennis et sport de combat avec le MMA aussi. Crise humanitaire et les violations des droits humains s'aggravent à mesure que les hostilités s'étendent dans l'est de la RDC. Le constat alarmant des Nations Unies qui ont recensé au moins 700 morts et plus de 2800 blessés lors des combats dans la ville de Goma entre dimanche et jeudi. Le chef-lieu du Nord Kivu, où les éléments du M23 soutenus par le Rwanda ont pris position. Le M23 qui a d'ailleurs élargi le front au Sud Kivu également. Depuis quelques jours, les combats font rage sur le territoire de Calais. De son côté, l'ONU a fait état d'informations crédibles sur une avancée possible vers la ville de Bukavu. Alors en réaction, le gouverneur du Sud Kivu a interdit la navigation sur le lac Kivu depuis mercredi. Mesure assouplie depuis, mais qui se fait sentir sur place pour les civils. Reportage, William Bassimike. Regards rivés vers les barges et bateaux mobilisés au port, Hazina est venue attendre sa fille que la mesure a trouvée en vacances sur une île du lac Kivu. Mon village s'est réduit. Ceux qui y vivent dépendent de Bukavu. Comment peuvent-ils trouver à manger? Comment peuvent-ils vivre? Ils viennent se ravitailler ici chaque lundi, vendredi et presque chaque jour. Et ils rentrent. J'ai envoyé ma fille avant-hier pour aller visiter sa sœur. Ça a été difficile pour elle de revenir chez nous. Après avoir suspendu la navigation de toutes les embarcations sur le lac Kivu jusqu'à nouvel ordre, les gouverneurs du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi, l'a adouci en les autorisant à aller jusqu'à l'île d'Idjui. Alain Imani apprécie malgré tout. Ça nous gêne bien sûr, mais c'est pour notre sécurité. Nous allons manquer de bananes, de poissons, de pommes de terre, d'ananas. Nous avons des militaires de la marine congolaise. Je suggère qu'ils renforcent la sécurité sur le lac afin de protéger les habitants. Juste à côté, Claude Amani estime que le Sud Kivu peut se débrouiller autrement en attendant que la situation se rétablisse. La nourriture peut provenir d'autres territoires que Walungu, Kabare ou Vira, pourvu qu'il y ait la sécurité. Nous allons patienter, mais nous n'allons pas nous y habituer. La sécurité a été renforcée au bord du lac Kivu et sur les coins chauds de la ville. William Bassimike, Bukavu. RFI. Mais en coulisses, la diplomatie reste mobilisée pour tenter de mettre un terme à cette crise. Hier, la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, organisait un sommet extraordinaire dans la capitale zimbabwéenne, Harare. La RDC étant membre, le président Tshisekedi a participé par visio à distance. Mais les attentes congolaises ont quelque peu été déçues, car si les chefs d'État de la SADC réaffirment leur soutien indéfectible à Kinshasa, ils n'ont en revanche pas appelé au retrait des troupes rwandaises. Pas de condamnation officielle contre Kigali. Par ailleurs, Claire Bargelès, aucun mot non plus sur l'avenir de la SAMI-RDC, la force de l'organisation déployée dans l'Est congolais. Après plus de 4 heures de réunion à huis clos, le communiqué final ne mentionne pas l'avenir des troupes de la SAMI-DRC en grande difficulté sur place face au M23. Le secrétaire de l'organisation régionale a rappelé les objectifs de cette mission visant à soutenir la RDC dans sa quête de paix et de sécurité et à défendre son intégrité territoriale. Le sommet a noté que ces objectifs n'ont pas encore été réalisés, a-t-il ajouté, indiquant que la voie diplomatique reste avant tout privilégiée. La troïka de la SADC, soit l'organisation
L'organe chargé des questions de défense et de sécurité et présidé par la dirigeante tanzanienne Samia Suluhu Hassan a désormais la charge de se rapprocher de toutes les parties prenantes afin de tenter de rétablir un cessez-le-feu que Pretoria appelle de ses vœux. Alors que côté congolais on espérait, selon une source proche de la présidence, une condamnation explicite de Kigali et la demande de retrait de ses troupes, les dirigeants se sont contentés de réaffirmer leur soutien indéfectible envers Kinshasa. Enfin, la SADC a entériné la proposition de la Communauté d'Afrique de l'Est qui vise à organiser un sommet conjoint entre les deux institutions. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI. C'est donc désormais officiel. Au Tchad, les militaires français ont plié bagages. Le dernier avion a décollé hier après-midi de la base d'Adjikosé, qui accueillait un rendez-vous organisé par les officiels tchadiens dans la matinée. Après une première cérémonie la veille pour marquer la rétrocession de cette base par l'armée française, une seconde cérémonie pour marquer cette fois la récupération par les Tchadiens. Tous les représentants de l'État étaient là, les anciens premiers ministres également. Et le président Mahamat Idriss Déby s'est exprimé sur place, Victor Moria. Dans son discours, le chef de l'État tchadien a salué un jour exceptionnel de l'histoire du Tchad qui marque la fin effective de 125 ans de présence militaire française dans le pays. Parmi les invités du jour, Aziz Mamad Saleh, secrétaire général du mouvement patriotique du salut. Cette décision, elle est celle du maréchal lui-même et qui est suivie par tout le peuple tchadien. La présence aujourd'hui de tous les partis politiques, de tous les anciens premiers ministres, des grandes institutions, reflète cet engagement. Symbole de cette unité, Succès Masra, le président des transformateurs qui revendiquait la victoire à la dernière présidentielle jusqu'il y a peu, a assisté à la cérémonie. Le maréchal comme moi-même, nous sommes de la même génération. Nous avons tous les deux 40 ans. Il est militaire, je suis civil. La diversité, la complémentarité de l'ensemble des Tchadiens, je crois que je l'ai vu aujourd'hui ici. Et donc c'est ce rendez-vous avec l'histoire et ce rendez-vous avec l'avenir que je suis venu prendre parce que c'est un jour particulier. L'ancien Premier ministre et président du RNDT, Le Réveil, Albert Pahimi Padaké, salue lui aussi la décision du président. La présence française sur notre sol n'avait pas vocation d'éternité. La souveraineté d'un peuple fait toujours l'unanimité. Il ne peut pas y avoir des oppositions à ce niveau-là. Dans quelques jours, le Tchad ouvrira la première législature de la 5e République. Victor Morian Jamena, RFI. À l'origine d'une contestation et d'une répression meurtrière au Mozambique, les élections générales d'octobre dernier ont en réalité été marquées par de nombreuses irrégularités. De quoi entacher l'intégrité du processus électoral et la véracité des résultats offrant la victoire au Frélimo, le parti au pouvoir depuis l'indépendance. Voilà donc la conclusion des observateurs de l'Union européenne. 4 mois environ après ce scrutin, à l'heure où l'opposant Venancio Mondlane revendique toujours la présidence. Gaël Alex, l'Union européenne avait envoyé une mission forte de 150 observateurs. Et leur conclusion aujourd'hui semble plutôt claire. Invalidation délibérée de vote de l'opposition, modification des résultats à la faveur du parti au pouvoir, bourrage d'urnes, listes électorales incomplètes. L'inventaire des irrégularités repérées par les observateurs de l'Union européenne est long. La mission dénonce un dépouillement sans transparence ni garantie suffisante pour assurer l'intégrité du comptage. Malgré ces conclusions accablantes, Laura Ballarin, à la tête de la mission, rappelle qu'il n'appartient pas à l'Union européenne de se prononcer sur la validité des résultats d'une élection. La mission fait néanmoins 18 recommandations afin d'améliorer le processus électoral mozambicain. Les observateurs dénoncent également la brutalité avec laquelle les forces de l'ordre ont réprimé la crise post-électorale. Selon la société civile mozambicaine, 315 personnes ont été tuées par la police en 3 mois. Pour sortir de la crise, Laura Ballarin préconise un dialogue véritablement inclusif, notamment avec l'opposant Venancio Mondlane. Lundi, le président Daniel Chapu s'est entretenu avec les dirigeants des 3 principaux partis d'opposition du pays. Le candidat malheureux à la présidentielle n'a pas été convié à cette réunion. Gaël Alex, Nairobi, RFI. Aux Comores, le journaliste Abou Mustapha, cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Moroni le 6 février. Il est accusé de publication et diffusion de fausses nouvelles, convocation qui intervient après une garde à vue de 24 heures dénoncée par plusieurs défenseurs de la liberté de la presse. La présidence reproche aux correspondants de Reuters d'avoir mal traduit une phrase du chef de l'État sur sa succession. Le ministère public s'est dès lors saisi du dossier, mais le syndicat national des journalistes comoriens dénonce lui un acharnement. Il appelle à la solidarité autour d'Abdou Mustapha.
Une condamnation pour corruption d'agents publics étrangers hier prononcée par la Suisse à l'encontre de la société Trafigura, le géant du négoce, condamné pour un contrat de fourniture d'affrètement et de soûtage de navires en Angola entre 2009 et 2011. Trafigura écope donc d'une amende de 3 millions de dollars. Un fonctionnaire angolais, Paul Gouveia Junior, se voit infliger, lui, 36 mois de prison ferme, dont 36 mois de prison, dont 14 mois ferme. Et puis surtout, l'ex numéro 2 de l'entreprise Trafigura, Mike Wainwright, écope lui de 32 mois de prison, 1 an ferme, mais il compte faire appel. Sur la scène politique gabonaise, une nouvelle direction pour le PDG, le parti qui était au pouvoir sous l'ère Bongo. À l'issue d'un congrès extraordinaire à Libreville, les cadres du parti ont en effet choisi Blaise Louembé comme président, en remplacement d'Ali Bongo, qui occupait encore formellement la tête du parti depuis le coup d'état militaire d'août 2023. Blaise Louembé sera épaulé par 3 vice-présidents et une secrétaire générale, avec pour mission non seulement de refonder le parti, mais aussi de tracer la ligne à suivre pour la présidentielle du 12 avril. Alors, quelle perspective pour le PDG ? On fait le point avec François Mazet. En intégrant massivement les organes de la transition, les cadres du PDG ont évité la désagrégation du parti à la chute d'Ali Bongo. Mais avec la perspective des élections et du retour à l'ordre constitutionnel, la formation indissociable des ex-présidents et à ce titre honnie par nombre de Gabonais doit se réinventer. Pour cela, ces dirigeants ont décidé de faire confiance à Blaise Louembé. Cet ancien homme de médias, âgé de 64 ans, a occupé plusieurs postes ministériels. Il est originaire de Koulamoutou, dans l'Ogooué-Lolo, la même où le parti a été lancé en 1968. Un de ses camarades le définit comme consensuel et capable d'apaiser les tensions internes. De plus, il serait resté proche du clan Bongo. Il aura pour mission d'organiser un congrès ordinaire pour réorganiser complètement le parti. Mais d'ici là, la direction devra répondre à l'équation de l'élection présidentielle du 12 avril. Selon les observateurs, elle devrait choisir de rallier le général Oligui Nguema une fois celui-ci candidat. Un alignement que rejettent certains cadres menés par les ex-ministres Francis Nkea et Ali Akbarononga Yobege qui ont décidé de créer une direction parallèle. François Mazet à Libreville, il est 5h42. 42 également à Paris. Restez avec nous, bien sûr, dans le prochain quart d'heure. L'avenir des friperies et du marché des vêtements de seconde main est-il menacé au Sénégal ? Une annonce du gouvernement a créé l'émoi, en tout cas en décembre. Depuis, les Sénégalais amoureux de la fripe sont pour le moins perplexes. Ce sera notre reportage du jour. L'histoire un peu folle et oubliée de l'écrivain malien Yambo Wologem. Il fut le premier auteur africain à décrocher le Renaudot en 1968, mais accusé de plagiat par la suite. Le journaliste Kalidoussi l'a retrouvé pour un film qui sera en compétition ce mois-ci au FESPACO. Kalidoussi qui sera notre invité pour en parler. Les démocraties occidentales sont-elles menacées par les mouvements populistes ? Ce sera le monde en question de Bruno Darou, mais d'abord, les sports, bien sûr, comme tous les jours. Bonjour Antoine Grenier. Bonjour Sébastien. Du foot pour débuter avec 2 nouveaux entraîneurs en Ligue 1 ce week-end et le baptême du feu pour Habib Beye. L'ancien international sénégalais doit sauver Rennes, barragiste, énorme défi pour ses débuts en Ligue 1 et il en est conscient. J'ai travaillé et je me suis construit justement pour aller chercher le très haut niveau. J'estime que la Ligue 1 est le très très haut niveau, et notamment le Stade Rennais. J'ai pris le temps de travailler dans un club qui était en difficulté. J'ai eu des opportunités déjà pour entraîner sur des clubs qui étaient au niveau supérieur. Et il était important pour moi, par l'engagement que j'avais pris au départ, et surtout la première opportunité que m'avait donné le président du Red Star, d'honorer ces objectifs, ces engagements-là, et surtout d'aller au bout de ma mission et mes 3 ans de contrat. Et quand vous travaillez et que vous vous construisez dans le temps pour un jour aller au très très haut niveau, et je dois encore une fois montrer mes capacités et les compétences que je peux avoir. Parfois, les gens peuvent dire que j'ai un ego, mais la réalité c'est que je suis allé en national, dans un club qui était 15e de national. On a mis les mains dans le cambouis, on a travaillé en équipe, comme on va le faire ici au Stade Rennais, avec justement de la confiance, et c'est ce qu'on veut donner aux joueurs aujourd'hui. Habib Beye qui débutera sur le banc rennais dimanche contre Strasbourg pour une 20e journée de Ligue 1 qui, elle, débute ce samedi avec 3 rencontres, Brest, Paris, Monaco, Auxerre et Lille-Saint-Étienne. Marseille, pour sa part, jouera dimanche, Antoine, mais l'OM a déjà accueilli sa nouvelle recrue. Venu de Rennes, Amine Gouiri, l'international algérien, a signé un contrat de 4 ans et demi, transfert estimé à 22 millions d'euros. Du tennis, avec plusieurs nations africaines en lice dans les playoffs de la Coupe Davis. Dans le groupe 1, la Tunisie et l'Ukraine se sont neutralisés hier un partout avant le double prévu ce samedi. 2 nations du continent entrent en lice aujourd'hui. Le Togo se rend à New Delhi pour se mesurer à l'Inde, pendant que l'Égypte, elle, est à Athènes pour affronter la Grèce. Et puis dans le groupe 2, le Bénin affronte
affronte la Lettonie à Cotonou. Le Zimbabwe reçoit le Maroc. Duel entre l'Afrique du Sud et le Nigeria à Pretoria, pendant que la Namibie accueille Hong Kong à Windhoek. Un sport de combat pour terminer, Antoine, du MMA, avec un nouveau choc organisé à Riyad, en Arabie Saoudite. De plus en plus la capitale des sports de combat, et une affiche, donc le Nigérian Israël Adesanya, ancien champion chez les moins de 84 kilos, affronte le français Nassourdine Imavov. Un affrontement 5 étoiles, Sofiane Amazian. Calme, froid et méthodique, Nassourdine Imavov n'est pas du genre à s'épancher sur ses adversaires. Mais à l'évocation du nom d'Israël Adesanya, l'un des champions les plus dominants de ces dernières années, c'est d'abord le respect qui prédomine. Il a défendu son titre, je crois, 8 fois, un truc comme ça. Donc on peut dire que c'est une légende de ce sport. Et je vous laisse imaginer la motivation que j'ai en ce moment. Mais Nassourdine Imavov n'a pas à rougir de son parcours. 3 victoires de suite en 2024 face à des adversaires coriaces pour grimper au 5e rang du classement. Une vraie menace pour Adesanya qui, malgré la pression liée à ses 2 défaites de suite, n'en perd pas son sens de l'humour. Il y a ce gars qui vient de gagner ce combat en France, j'ai oublié son nom, mais il n'était pas tout en haut de la carte. Ah oui, Imanov. Ça peut être un bon combat, mais il n'a rien prouvé. Il a juste battu Brendan Allen. Derrière la blague, beaucoup de respect pour le combattant français, ce qui détonne avec le caractère plus sulfureux du natif de Lagos. Son adversaire l'a bien noté. C'est un combattant de haut niveau, j'aurais fait exactement pareil à sa place. Je pense que j'ai mérité d'être là. J'ai fait 3 combats, 3 victoires en 7 mois contre 3 top 10. Il est conscient de tout ça. Pas forcément vu comme favori, Nassourdine Imavov a l'occasion à Riyad de réaliser le plus grand exploit du MMA français, battre une légende de l'UFC. Imavov Adesanya, combat à suivre aux alentours de 20h temps universel. Et le résultat, ce sera bien sûr sur RFI. Merci Antoine Grenier, à tout à l'heure. 4h46 en temps universel, un coup d'œil sur l'actualité internationale et le Canada, le Mexique et dans une moindre mesure la Chine qui vont devenir aujourd'hui les premières victimes des droits de douane promis par Donald Trump. Le président américain devrait signer dans la journée un décret ouvrant la voie à la taxation à 25% des produits canadiens et mexicains, 10% pour les produits en provenance de Chine, ce qui pourrait s'appliquer dès le 18 février. Les États-Unis avec un nouveau crash aérien, un avion ambulance avec à son bord 6 personnes dont un enfant s'est écrasé peu après le décollage près d'un centre commercial de Philadelphie. Le crash a provoqué un important incendie, pas de bilan officiel pour l'instant. Et puis Israël et le Hamas qui doivent procéder aujourd'hui au 4e échange entre otages israéliens et prisonniers palestiniens depuis le début de la trêve le 19 janvier à Gaza. Une annonce à présent qui a quelque peu créé l'émoi au Sénégal. En décembre dernier, le ministre du Commerce avait en effet annoncé l'interdiction d'importer dans le pays des vêtements usagés. Pourtant, les Sénégalais sont très clients de seconde main. Nombreux d'entre eux font leurs emplettes dans des friperies où l'on trouve des vêtements venus des États-Unis ou d'Europe. Alors face au tollé, le ministre du Commerce a précisé quelques jours plus tard qu'il s'agissait plutôt d'une perspective sur le long terme pour soutenir le textile local. Pour autant, au marché Koloban à Dakar, on n'est pas davantage convaincu par cette perspective. C'est notre reportage du jour, il est signé Juliette Dubois. Magat Sania fouille un stand de haut à 300 francs CFA. Cette commerçante élégante, experte de la fripe, sait qu'elle trouvera son bonheur. Tout ce que je porte, c'est de la friperie. Les boutiques, ils sont chers, alors qu'ici, c'est moins cher. En plus, tu peux trouver ce que tu veux. Parfois, tu trouves de la qualité. Parfois, des trucs neufs. Pour les Sénégalais, les fripes sont synonymes de vêtements durables et de qualité. Chaque jour, des centaines de grosses balles de vêtements sont éventrées et les Dakarois viennent piocher dans les tas. Les fripes génèrent aussi beaucoup d'emplois. Les vendeurs sur le marché, plusieurs centaines, mais aussi les revendeurs au détail. Ibnou vient ici 4 fois par semaine. Vous cherchez quoi aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, je cherche des trucs pour le froid, parce que c'est la période, quoi. J'achète pour revendre. Je cherche les marques et puis les habits non abîmés aussi. L'après-midi, il se rend dans un autre quartier pour vendre dans les rues. Une pièce à 500 francs CFA pourra partir pour 1000 ou 1500 francs CFA. Le business de revente se fait aussi sur les réseaux sociaux. Mohamed Mansour Mbaye cartonne sur TikTok où il revend fripes et vêtements de fin de série qui repartent parfois d'où ils sont venus. Moi, mes articles, ils sont très bien achetés. Surtout, c'est ceux qui sont en Europe qui m'achètent mes articles le plus. L'évocation d'une interdiction de l'import de vêtements de seconde main a fait bondir Bassirou Khan, qui vend des vêtements pour hommes au marché depuis 2006. Je suis inquiet, nous n'avons que cette activité, la vente de friperie, qui est notre gagne-pain. Je connais même des personnes qui ont abandonné leur ancien commerce pour s'y consacrer entièrement. Elie, chauffeur de VTC à la chemise et aux chaussures de marque trouvées dans les friperies, ne croit pas que miser sur la confection locale soit soutenable. On peut s'habiller en Made in Sénégal pour les habits traditionnels, tout simplement. Mais pour les habits qu'on porte d'habitude, on préfère la friperie. Des chemises, des jeans, j'ai jamais vu Made in Sénégal. La plupart des usines de textiles du pays ont fermé boutique dans les années 90
Ibnou, lui, n'est pas contre cette idée de préférence nationale prônée par les nouvelles autorités. Si on ouvrait des usines pour faire des vêtements, moi je préfère ça que d'acheter des vêtements de seconde main. Tout ce qui nous rend indépendants est bien pour nous. Même si au début c'est difficile, mais à la fin, après, on va en profiter. 2 usines de textiles à Kaolack et Louga ont rouvert leurs portes ces dernières années. Pas encore suffisant pour habiller près de 18 millions de Sénégalais. Juliette Dubois, Dakar, RFI. Un reportage à retrouver, à partager bien sûr sur Internet, comme tous nos contenus. Qu'est-il devenu ? Son nom ne vous dira peut-être rien, mais il fut pourtant à l'origine d'une grande polémique littéraire au début des années 1970. L'écrivain malien Yambo Wologem, le premier auteur africain à recevoir le prestigieux prix Renaudot en 1968, mais qui fut accusé 3 ans plus tard d'avoir plagié de grands auteurs occidentaux. La justice ne tranchera finalement jamais cette affaire, pas de procès, mais le tribunal populaire, lui, a parlé de star. L'écrivain malien passe en quelques mois au statut d'anonyme à nouveau. Eh bien aujourd'hui, le journaliste Kalidoussi est parti sur ses traces pour nous livrer le film Yambo Wologem, La blessure, sélectionné dans 2 catégories du prochain FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, prévu à partir du 22 février. Et Kalidoussi est justement notre invité ce matin pour en parler. Il est au micro de Kaourou Magassa. Kalidoussi, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'origine sénégalaise, vous avez été correspondant au Sahel de la chaîne d'information France 24 basée au Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, jeune journaliste, à vous intéresser à l'auteur malien Yambo Wologem, né en 1940 et décédé en 2017 ? Tout est parti de l'écriture d'un ouvrage collectif sur la France-Afrique intitulé La France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir aux éditions du Seuil. Et moi, j'étais chargé avec ma consoeur Fanny Pigeot du chapitre Intellectuels et africains contre la France-Afrique. Et dans mes recherches, j'ai découvert des auteurs africains que je connaissais déjà, comme Amadou Hampâté-Bâ, Amadou Kourouma, Med Ondo, Ousmane Sembène. Et il y avait un nom, Yambo Wologem, dont j'avais jamais entendu parler. J'ai fait des recherches, j'ai vu un destin incroyable, une histoire incroyable. Et je me suis dit à la fin de l'écriture de ce chapitre que je pouvais pas en rester là et qu'il fallait absolument en faire un documentaire, car j'avais remarqué que de nombreuses personnes ne connaissaient pas Yambo Wologem et son œuvre. Yambo Wologem est le premier Africain à recevoir le prix Renaudot en 1968. Auteur du Devoir de violence, il reçoit les éloges du tout Paris littéraire. Pourtant, son livre est très mal reçu en Afrique. Pouvez-vous nous en expliquer les raisons ? Il faut se replacer dans le contexte. On revient en 1960 où il y a une vingtaine de pays africains qui se libèrent d'une domination et de la colonisation européenne. Et à cette époque, la tendance était plutôt de magnifier l'Afrique, de valoriser l'Afrique. Et Yambo Wologem arrive avec le Devoir de violence qui est un véritable brûlot à l'époque. Parce que dans son livre, il dit que bien avant la colonisation européenne en Afrique, il existait de l'esclavage interafricain, des guerres interafricaines, de l'esclavage arabo-africain. Et à cette époque, ça a été très mal perçu en 1968. Et il faut savoir qu'il y a des écrivains, par exemple le président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui était aussi un poète, a critiqué violemment Wologem. L'année 1972 est un point de bascule pour Yambo Wologem. Il est accusé de plagiat. Il retourne au Mali dans la ville de Sévaré. Vous y êtes allé l'an dernier en quête des témoignages de sa famille. Racontez-nous ce que vous avez découvert sur lui et comment a-t-il vécu. Ce que j'ai découvert, c'est que lorsqu'il est rentré au Mali, Yambo Wologem s'est retiré et a vécu reclus. Il passait ses journées, d'après les témoignages de ses proches, à la mosquée. Il est devenu très croyant. Il jeûnait de nombreux jours dans l'année. Et sa relation avec ses enfants, c'était une relation aimante, mais il voulait pas que ses enfants découvrent son passé français. Son fils Ambibé m'a témoigné que, par exemple, Yambo Wologem leur interdisait d'aller à l'école française. Il préférait qu'il aille dans une école arabophone. Donc il passait son temps à la mosquée, il changeait souvent de mosquée, n'avait pas beaucoup d'amis, il voulait vivre seul et très certainement que la blessure était tellement forte qu'il voulait oublier ce qui s'était passé en Europe et en France. Justement, ce retour au Mali était pour Yambo Wologem une blessure, vous l'avez rappelé et c'est d'ailleurs le titre de votre documentaire. Pensez-vous qu'il aurait été autant honni s'il n'avait pas été africain ? À l'époque, lorsque Yambo Wologem a été accusé de plagiat, beaucoup de journalistes français remettaient en cause tout d'un coup le fait qu'un Africain ait pu écrire une telle œuvre d'une telle qualité. Les mêmes qui l'avaient encensé lorsqu'il a eu le prix Renaudot l'ont lâché, donc très certainement il y a eu une part de racisme.
Par ses soutiens et ses admirateurs, Yambo Ouelleghem est considéré comme un génie littéraire. L'auteur Mohamed Boungarsar lui a consacré en 2021 un roman victorieux du prix Goncourt. Vous réalisez-vous un documentaire sur sa vie? Selon vous, assiste-t-on à une forme de réhabilitation posthume de l'auteur malien? La réhabilitation n'a pas commencé avec mon documentaire. En 2002, l'éditeur Pierre Astier a décidé de rééditer Le Devoir de violence aux éditions Serpent à Plume avec l'accord de sa famille en France. Ensuite, on a eu en 2015 Jean-Pierre Orban et Samy Tchak qui ont décidé de rééditer Les 1001 Bibles du sexe. C'est l'un des livres de Yambo Ouelleghem. Et puis arrive Mohamed Boungarsar en 2021 avec son roman La plus secrète mémoire des hommes qui obtient clin d'œil du destin, le prix Goncourt. Et c'est vrai qu'il y a une certaine réhabilitation de Yambo Ouelleghem, mais malheureusement, à chaque fois qu'il y a eu un engouement, c'est retombé. Donc, avec mon documentaire, j'espère que cet engouement va rester pour Yambo Ouelleghem, et j'espère qu'au moins il restera dans le débat parce qu'il mérite d'être dans le débat et qu'il s'installe sur la table des plus grands auteurs africains. Kalidoussi, merci. Merci à vous. Entretien de Kaoru Magassa avec le journaliste et cinéaste Kalidoussi qui signe donc le film Yambo Ouelleghem, La blessure. Il sera en compétition pour le prochain FESPACO dans 3 semaines. h56 à Paris. Comme tous les samedis, on retrouve Bruno Darou pour Le Monde en question. Bonjour Bruno. Bonjour. Et cette semaine, vous revenez sur la montée en puissance de formations d'extrême droite ou populistes ou de formations politiques plus traditionnelles qui se sont radicalisées dans de nombreuses démocraties occidentales. On le voit en Europe ou aux États-Unis, Bruno. Et la question que vous vous posez, c'est la suivante. Les démocraties occidentales sont-elles menacées par ces mouvements populistes ? Eh bien, la réponse est oui, du moins on peut dire qu'elles sont fragilisées, remises en question par la progression, parfois spectaculaire dans les urnes, de ces mouvements populistes qui longtemps sont restés des groupuscules quasiment inexistants sur la scène politique nationale. C'est le cas de l'AfD en Allemagne ou de Fratelli d'Italia en Italie, et depuis plus longtemps du Front National, aujourd'hui Rassemblement National en France. D'autres partis plus traditionnels se sont peu à peu radicalisés. On peut penser au PIS en Pologne et bien sûr au parti républicain aux États-Unis qui est passé bon gré mal gré sous les fourches codines de Donald Trump. Le constat, il est assez clair, si ces formations se renforcent, c'est essentiellement pour une raison, leur discours fondé sur le rejet des élites, la défense des classes populaires, la dénonciation de l'immigration, la mise en avant de la souveraineté, des valeurs traditionnelles et de l'identité nationale, ce discours trouve de plus en plus d'écho, notamment, mais pas seulement, au sein des classes populaires. Et face à cette progression, Bruno, que font les partis de droite traditionnels ? Eh bien, ils sont pris en permanence entre deux écueils. Soit ils maintiennent une ligne modérée et sont de plus en plus accusés de se dire de droite, mais en fait de mener des politiques de centre-gauche, et ils le payent cher électoralement. Soit ils acceptent de franchir le Rubicon en s'alliant avec l'extrême droite. Le cas le plus marquant ces derniers jours a bien sûr été celui de l'Allemagne, où pour la première fois depuis la création de la République fédérale en 1949, le parti de droite, la CDU, le parti d'Angela Merkel, a accepté les voix de l'AfD pour faire adopter un texte durcissant les règles de la politique migratoire, au point d'ailleurs que Madame Merkel a estimé cette initiative erronée. Et bien sûr, la question se pose en permanence en France. Et de l'autre côté, à gauche, comment réagit-on, Bruno ? Eh bien, soit on reste dans la condamnation morale de l'extrême droite, ce qui paraît assez peu efficace pour endiguer la progression continue des populistes dans les urnes, soit on reconnaît qu'il y a de vrais problèmes de société posés par ces partis et on tente d'y apporter des réponses différentes. Mais le chemin est long car ces partis sociodémocrates soit ne sont plus audibles car discrédités par leur passage au pouvoir décevant, soit sont fortement concurrencés par une gauche plus radicale. Bref, la crise démocratique est réelle et les formations modérées feraient bien de refaire de la politique au sens noble du terme, produire des résultats concrets pour la vie des gens et sortir des postures et des bulles idéologiques, faute de quoi les partis populistes finiront par arriver au pouvoir. C'est déjà le cas dans certains pays. Bruno Darou, Le Monde en question, tous les week-ends sur RFI. 5h59 ici à Paris. Merci à Didier Chérouz qui a réalisé cette session d'information. Pierre Pinto était à la rédaction en chef, mais surtout merci à vous pour votre fidélité à la radio du Monde. Restez avec nous, dans 30 secondes, RFI Matin débute avec Julien Coquel-Rohem.